Bonjour à tous, je suis avec monsieur le professeur Sylvain Perronnet pour notre rendez-vous annuel de fin d'année, l'anniversaire du podcast, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'était le premier invité C'est vrai. du podcast et ça fait, c'est quoi, 3 ans là, non? 2 ans ou 3 ans? 4 ans, 3 ans, Trois ans. je sais plus. Putain, merde. Plusieurs années. Plusieurs années, voilà. Plusieurs années. Donc, on va commencer par un petit peu prendre des nouvelles de toi, Sylvain, parce que l'année 2014 a été super chargée. Tout à fait. Bon, d'abord, bonjour à tous, hein. Bonjour Laurent. Bah oui, effectivement, l'année a été chargée. Grosse année de changement. Dans le dernier podcast qu'on avait fait, j'annonçais que j'allais partir de la fac, que j'allais monter un labo, etc. Je suis parti de la fac, j'ai monté un labo qui s'appelle les X-Labs. Cette année, j'ai fait plein de choses, des formations, des conférences. J'ai beaucoup travaillé pour plusieurs clients, dont un que tu connais bien puisque c'est Quant, le fameux moteur de recherche français. Voilà, il y a plein de choses. Très, très, très grosse année. Donc, ce labo, là, tu as fait des trucs, ouais, effectivement, top secret pour Quant. Et tu bosses un peu sur l'étude web spam ou quoi? Alors, on l'attend Ouais, celle-là. tout à fait. Alors là, l'étude web spam, donc là, je peux en parler. En plus, et là, en ce moment, ça avance. Donc, on l'a relancé pas mal depuis cet été. On a dû tout recrawler. On est reparti d'une nouvelle base de mots-clés qu'on nous a fournie. C'est d'ailleurs Eric de Comte, hein, qui nous a aidé pour ça, pour avoir des mots-clés. On a fait un gros crawl. On a plusieurs centaines de milliers de pages. Et actuellement, bah, tu le sais, tout le monde le sait, on demande aux gens de noter les pages. Donc c'est un peu l'étape un peu longue, un peu fastidieuse. Donc il y a une interface web qui est disponible, hein. Tout le monde peut s'inscrire. C'est webspam.perronnet.eu. Et les gens s'inscrivent et doivent noter des pages qui apparaissent avec c'est du spam, c'est pas du spam, mais c'est pas de bonne qualité. Typiquement, c'est les pages qu'on veut pas voir dans les moteurs de recherche. Et c'est pas du spam, mais c'est de bonne qualité. Quand je tape un mot-clé, j'ai envie de voir apparaître cette page. Voilà. On demande aux gens de noter. Et une fois que cette notation sera finie, on espère que ce sera bientôt le cas, on fera mouliner tout un tas d'outils d'analyse là qui sont développés pour certains, en cours pour d'autres, pour, on pense, en février, avoir tous les résultats et pouvoir fournir un classifieur qui ferait le choix entre les pages de spam, les pages de mauvaise qualité, les pages de bonne qualité. Cool, alors t'es pas parti en vacances avec nos sous, avec nos Et donations. puis on a remis un peu plus d'argent ce qu'il y avait eu, hein, d'ailleurs, parce que si on était en retard, il a fallu qu'on reprenne des serveurs pour finir les crawls et tout. Mais on a pas mal de trucs. Et là, la notation, ça a commencé doucement, mais là, ça part bien. On est autour de 9-10 000 notations pour l'instant. Alors bien sûr, on a annoncé qu'il en fallait des centaines de milliers, mais bien sûr, on a annoncé un peu plus haut pour être sûr d'avoir ce qu'il fallait. Donc en ce moment, les gens notent. Pour essayer d'entretenir la flamme, nous on offre des cadeaux aux gens qui notent beaucoup, hein, à bon attendeur. Donc on a envoyé déjà quelques petits cadeaux. Et il y a un Follow the Rabbit, ma sœur Lucie, qui est rédactrice web, je le dis en passant, hop, fait pas mal de notations. Et si quelqu'un arrive à la battre à la date du 1er janvier, à minuit, et cette personne recevra un carton de cadeaux pour plusieurs centaines d'euros de cadeaux. Et comment ça se passe si je veux faire un truc avec le Perronnet X? Est-ce que je peux donc je te contacte et je dis voilà, j'ai une super idée de la mort qui tue et Ouais. Alors, en fait, alors, il faut savoir que ça marche plutôt bien, donc on a vraiment pas mal de clients, des grands comptes, mais pas que. Il y a aussi pas mal de petites boîtes et souvent la problématique c'est toujours la même. Alors, généralement, c'est j'ai rencontré les gens quelque part à une conf ou ailleurs. Ils me disent alors il y a deux possibilités. J'ai des données, je sais pas comment faire. Donc ouais. ça arrive. Ou alors j'ai des données et je sais pas, j'aimerais trouver les gens qui boitent mais qui vont m'acheter du pinard et qui portent des chapeaux. Bon, voilà, enfin là il y a tout un tas de trucs et les gens ont des problèmes. Ou alors ils veulent mettre en place des trucs algorithmiques un peu compliqués, ils savent pas comment faire. Typiquement des trucs de détection, de fraude ou ce genre de choses, des patterns spécifiques, que ce soit d'ailleurs dans le web ou en vrai. Il y a des gens qui ont des chaînes de magasins qui m'ont contacté pour faire des trucs sur le comportement des utilisateurs. Et donc les gens ont un problème. On commence par discuter, voir si nous on peut amener une réponse, parce que des fois il y a des trucs qui existent tout faits, ou il y a des boîtes qui ont déjà des produits. Et quand on pense qu'on peut amener une réponse, voilà, on voit comment on peut bosser, sachant que nous on fait de la R&D et normalement notre objectif n'est pas d'aller jusqu'à la création d'un produit packagé.
Donc, normalement, après, se met en place un processus pour créer un produit si jamais les gens sont satisfaits de ce qu'on fait. D'accord. Et t'es installé, si je me souviens bien, c'est le labo, tu l'as même fait avec tes petites mains. T'as fait les travaux, tout ça, la peinture. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a acheté des locaux, on a à peu près presque 100 mètres carrés là dans Rouen, en centre-ville, et on a acheté un ancien cabinet d'avocats qu'on a entièrement ravagé puis qu'on a entièrement refait. On a passé 2 mois et demi à faire les travaux, quoi. C'était un peu épique, un peu dur. Normalement, ça devait être 1 mois et demi. Bon, ça a été 2 mois et demi, hein, c'est comme ça. Et maintenant, on a des bureaux qui sont au top. Il y a des photos hein, sur un blog qui s'appelle La Belle Étoile, qui est un blog où je raconte un peu l'histoire du labo, etc. Et moi, je suis assez content du résultat. On a des beaux trucs. On a même une salle de formation, hein. On fait certaines de nos formations sur place. Donc, Cool. Bah justement, transition toute trouvée, formation, parce que ton Tour de France continue, mais en plus, vous en avez rajouté une couche avec la WebPerf. alors c'est ça. Donc la dernière fois qu'on avait fait un podcast, on n'avait qu'une seule formation, la formation moteur, on avait plus SEO, qui durait qu'une journée, je pense à l'époque, Ouais. en étendu suite aux demandes. Donc, maintenant on a une formation de 2 jours, qui est vraiment conséquente, je pense, qui contient vraiment tout ce qu'il faut savoir. On a rajouté des trucs sur Hummingbird, le knowledge graph, comment l'utiliser pour faire du contenu, enfin plein de choses. Et puis il y avait des formations qu'on avait envie de faire. Moi, j'avais envie de faire une formation aux outils statistiques. Plus c'est à la mode. J'ai même entendu un blogueur SEO connu qui parlait du data mining pour le SEO, par exemple. Donc voilà, nous, on a une formation où on parle un peu d'outils statistiques, plutôt pour introduire aux gens ce que c'est. Voilà, on donne quelques petits outils. Voilà, c'est pas un truc technique de ouf, mais je pense que c'est un moyen pour des gens qui sont pas familiers d'apprendre. Bien sûr, vaut mieux être un petit peu à profil un petit peu scientifique quoi, pour tout bien saisir. Je pense que même les gens du marketing qui viennent plutôt d'une formation éco ou littéraire peuvent au moins comprendre les concepts, à défaut de savoir les appliquer après la formation. Donc ça, moi, j'y tenais, c'est une nouvelle formation. Et puis Guillaume aussi, bah, il voulait aussi faire sa formation un peu sur ce qu'il fait. Donc on a une formation sur performance web. Donc là, c'est une formation très technique, hein, faut pas le cacher, avec comment on fait les mesures de performance, de temps de chargement, etc. Tous les outils en ligne de commande pour faire du monitoring, comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça, les techniques de cache, les outils qui vont permettre au niveau du serveur d'aller plus vite, qu'est-ce qu'on met à la place de MySQL, qu'est-ce qu'on met à la place de... Enfin voilà. Moi, c'est pas là où je suis spécialiste, hein, c'est plutôt Guillaume, mais là, on a fait la version alpha Mhm. de cette formation. Et on a eu les premiers retours bah, pas plus tard qu'hier. Et il y a des gens qui voilà, ils disent voilà, on a vraiment découvert des leviers forts pour améliorer les performances et des leviers forts qui sont faciles à mettre en place au final, contrairement à ce que les gens pensaient. Ouais. Puis après, il y a des trucs plus compliqués, des trucs vaut mieux être admin 6 pour les mettre en place. Mais bon, voilà, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est une formation plus technique. Donc, on a une formation plus théorique avec les stats et une formation plus technique avec la performance. Et on fait ça maintenant, toutes ces formations, on a fait un choix qui est de diminuer la taille des groupes. Parce Ouais. que beaucoup de gens, partant de nos formations, disaient c'est bien, mais c'est un peu compliqué et tout, il faut qu'on pose des questions. Et c'est vrai qu'on a fait des groupes jusqu'à 24. Je crois que quand toi tu étais venu, il y avait une vingtaine de personnes. Maintenant, on essaye de limiter à 10-12 personnes. Ouais, mais moi, il y avait Christian qui compte pour 4 en termes de questions en plus. En plus. Donc, mais il y a pire. Hein. À Lyon, il y avait Benoît, Chevillot, il y avait Durf, il y avait tout le monde. Alors là, c'était des questions à tour de bras. C'était le pire. Mais c'était bien. Mais voilà, donc plus il y a de monde, plus c'est difficile de répondre aux questions de chacun. Et donc maintenant, il y a moins de monde, donc c'est mieux. Et pour des formations encore plus complexes, comme par exemple la formation de stats, on est plutôt sur des volumes encore plus petits, 5, 6, 7 personnes. Bon, de toute façon, on reparlera de data mining tout à l'heure, mais c'est clair que tu surfes sur deux tendances. Enfin, je veux dire, voilà, 2014, l'année de la WebPerf, 2013-2014 WebPerf, et surtout 2014, l'année de la sémantique. Oui. Je veux dire, ça vomit de la sémantique partout sur les blogs et les forums, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit en tirer de cette histoire? Parce que maintenant, là, ça part vraiment dans tous les sens. Moi, je dirais, ce que je vois vraiment, la grosse tendance qui ressort, à peu près plus de la moitié de la littérature que je consulte, quand même focalise sur ces histoires d'entités. Mm. Ça a l'air d'être le gros débat, et pas forcément que l'entité, mais ce qui gravite autour de l'entité, quoi. Ouais, c'est amusant parce qu'on assiste vraiment en fait.
Mais c'est normal en fait. C'est la première vraie brique de la sémantique. La première vraie brique de la sémantique, c'est reconnaître de quoi on parle. Avant de comprendre ce qui se passe sur les objets, il faut d'abord les trouver. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des entités, etc. Google, les moteurs, ils savent faire tout ça, ils savent faire ça pas mal, mais pour les référenceurs, pour les marketeurs, etc., c'est une nouveauté, et donc bah, ils apprennent en ce moment, ils apprennent vite, et ils apprennent surtout à savoir comment utiliser tout ça pour essayer un peu d'entuber le moteur, hein, je suis désolé pour ça. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'on assiste à quelque chose, moi j'aurais pas pensé. Et il y a quelques années, quand on discutait tous ensemble entre référenceurs, on disait voilà, le référencement c'était technique et tout, puis c'est devenu plus marketing. Et en fait, on réassiste à l'apparition vraiment d'un référencement très technique lié finalement à tous ces algos sémantiques, quoi. Ouais. Et c'était, moi, je l'aurais pas cru en fait. Et là, on assiste vraiment à quelque chose, et c'est vraiment impressionnant parce que de plus en plus, nous, on voit des gens, quand on discute avec Guillaume, ils mettent en place des vrais outils pour repérer. Alors voilà, je sais pas, pour repérer, par exemple, des gens, ils font des trucs. Alors c'est souvent lié à Google News. Comment repérer toutes les entités dont il faut parler pour être à un moment donné en pointe dans Google News, qu'est-ce qu'il faut dire et tout ça. On assiste vraiment à quelque chose qui est impressionnant, c'est l'appropriation par dire les webmasters des mêmes algos que ce qu'utilisent les moteurs de recherche. Bah, rien que notre ami Jérôme avec Visiblis, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait, quoi. Il reste. C'est exactement, c'est amusant, hein, mais pour la partie vraiment analyse du contenu, c'est vraiment exactement ce que fera un moteur de recherche moderne. Mm. Mais c'est mis en place pour le webmaster qui essaye de se positionner dans le moteur. Exactement. Mais on voit d'ailleurs la difficulté, ah bah déjà plusieurs difficultés. Je dirais moi chapeau Google quand même pour avoir amélioré cette espèce de bricolage de site web. Ce que j'appelle bricolage de site web, c'est que pour aller extraire les informations, c'est quand même super compliqué. Et quelque part, Google, je pense, a vraiment contribué au fait que le web devient un petit peu plus standardisé et c'est moins développé n'importe comment. Ou en tout cas, on trouve des schémas assez. Voilà, on trouve des footprints quand même relativement généralisés, quoi, par rapport à avant où c'était tout et n'importe quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est le deuxième truc, c'est la difficulté, justement, quand on étudie bien les résultats de Visibly, c'est effectivement de ressortir donc des entités connexes, c'est bien joli, mais bien souvent, on se retrouve dans cette histoire de double sens. Pas plus tard que tout à l'heure, je bossais sur casque intégral, quoi, et le terme intégral, effectivement, tout ce qui était lié à intégral, c'est plus religieux, le voile intégral, etc. Donc, compliqué, quoi. Hein. Ah ouais, et alors c'est là où moi j'admire beaucoup ce qu'il a fait avec son outil parce qu'il a vraiment utilisé par exemple la co-occurrence, ce qui permet de lever ces ambiguïtés sur ce genre de mots en fait. Et, c'est amusant, nous par exemple dans les formations on parle pas de la co-occurrence parce on estime que c'est trop compliqué pour commencer d'en parler. Enfin on en parle un petit peu quand on parle de Mingbird, mais on n'en parle pas quand on parle de la partie d'analyse sémantique. Et lui, là, il a fait un outil qui est basé là-dessus, qui est vraiment très très bien, quoi. Et il a eu raison. Par contre, je sais qu'il l'a dit, hein, ça fait que calculatoirement, c'est très difficile. Ouais. Je pense que lui, par exemple, il est à la frontière de ce que les petits acteurs peuvent faire. Ouais, c'est clair. Après, il faut commencer à avoir de sacrées ressources, quoi. C'est ça. Et on le voit. Et après, il y a une vraie barrière. Il y a une vraie barrière qui n'est pas à la portée même des acteurs qui sont des petites PME ont du mal, quoi. C'est là où on voit que d'autres boîtes comme Majestic, etc., sont aussi au top parce que ce qu'ils arrivent à faire par rapport à leur voilure et tout, c'est impressionnant, quoi. Le fameux Topical Trust Flow a jeté un gros pavé dans la mare. Je pense que ça a même été le déclencheur justement pour cette histoire de glissement sémantique, quoi, ou de continuité, comme tu dis toi. Mais toi, c'est continuité ou glissement, je sais plus. Continuité, oui. Toi, c'est continuité. Et que ce soit finalement on-site avec mon histoire de cocon ou off-site avec Topical Trust Flow, c'est toujours la même histoire. C'est une idée, oui, bien sûr. Mais oui, bah eux, et d'ailleurs, Majestic, le Topical Trust Flow, objectivement, il y a beaucoup de grands comptes qui s'en servent. Plutôt que d'avoir leurs propres outils et tout, ils s'en servent. Parce que c'est le plus simple. C'est clair. Ouais. C'est clair. Bon, après, moi, je critiquais surtout la représentation. C'est pas... Ce qu'a fait, par exemple, Kevin dans SEO Observer est beaucoup plus sexy au niveau de la représentation. Mais bon, ça reste le point faible de Majestic. C'est vrai que l'interprétation de la bot data est pas toujours sexy. Mais d'un autre côté, c'est comme ça laisse du boulot à ceux qui le font. Exactement. Voilà, il faut du travail pour tout le monde.
On revient d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure, cette histoire de, ok, c'est parce que le big data, c'est un mot que je déteste parce que finalement, enfin, ça veut rien dire, ça a toujours existé, big data, on a l'impression que ça a surgi là, alors que, voilà, quoi, c'est à partir du moment où je sais pas, à partir de quel est le curseur, à partir de quel Ce moment soit big. tu rentres dans le big, mais bon, mais la plupart du temps, effectivement, moi aussi, je témoigne là-dessus, les gens, ils savent pas quoi en faire, quoi. On ne sait pas quoi en faire et même par rapport à des choses très très simples qui peuvent être des actions sur les réseaux sociaux ou enfin c'est pas si simple que ça mais interpréter même si on résume ça aux stats hein, combien on a de gens qui sont encore qui passent 2 heures dans Google Analytics et qui en ressortent la tête comme un compteur à gaz mais rien d'actionnable finalement qui se sont noyés dans la data et c'est pas simple quoi. Alors, la sémantique, c'est bien beau. Maintenant, si on parle au niveau, toujours cette histoire d'interpréter des entités, des éléments, des objets, peu importe. Parlons des images, parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Il y a eu Google qui a lancé 2-3 billets hein, cette année sur leurs avancées, leurs progrès scientifiques du point de vue de la reconnaissance non seulement des images, mais même du contexte, enfin plus qu'une image, mais finalement une situation au sein d'une image, ou je sais pas comment trop le décrire, quoi. Comment tu interprètes ça? Est-ce qu'ils sont vraiment si avancés que ça, ou c'est encore vraiment de la pure recherche et c'est pas déployable de manière industrielle? Alors, il y a très clairement, non, moi, alors, c'est d'ailleurs assez surprenant parce que je tiens un truc. Par rapport à ce que j'ai pu dire dans des années précédentes, je n'aurais pas cru qu'on arriverait aussi vite que ça à ce point-là de maturité technologique sur ce genre de problème. Je pense qu'il y a vraiment des très très grosses avancées qui ont été faites récemment. Et c'est amusant, ces avancées, elles ont pour une part été faites avec des techniques dont on sait algorithmiquement qu'en fait elles sont pas très efficaces de base. Et vraiment ce que Google a su faire, ou d'autres acteurs, hein, parce qu'on en parlait avant qu'on mette en route l'enregistrement, on parlait de Facebook qui est aussi dans ce cas-là. Euh, c'est grâce vraiment aux technologies qu'il y a derrière qu'ils ont réussi à déployer des algorithmes qui n'étaient pas forcément les plus efficaces au monde, parce qu'ils coûtaient très cher calculatoirement et qu'ils ont réussi à mettre tout ça en place. Google, ils ont fait quelque chose qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est ils ont fait feu de tout bois sur toutes les techniques, toutes les technologies, tous les algos existants, et ils ont abandonné très rapidement ceux qui ne fonctionnaient pas et ils ont gardé très rapidement ceux qui pouvaient donner des résultats par rapport à leur infrastructure. Et donc c'est amusant parce que en 2012, il y avait toute cette histoire sur, je crois où on en a parlé ensemble, où j'en ai parlé dans un billet, je sais plus où. Il y avait cet exemple où ils reconnaissaient des chats ou des races de chiens. Ouais, c'est ensemble. Et je sais Voilà. plus, mais c'était entre 10 et 20% de succès, hein, un truc comme ça, c'est très Et, faible. et en fait, donc c'était la première application du deep learning, l'apprentissage profond, et c'était non supervisé. Donc l'algorithme apprenait tout seul qu'il y avait des choses qui se ressemblaient les unes les autres. Et en fait, Google, ils ont présenté les résultats. Et ce que les gens ne savent pas, c'est si on en a plus parlé après, c'est qu'au bout d'un mois, Google a abandonné tout ce type d'algorithme, disant bah, ça marche pas, on s'en fout, allez hop, et on fout à la benne. Par contre, ils ont mis le paquet sur l'apprentissage profond, donc le deep learning supervisé, donc là où il y a un être humain qui qualifie, ou alors un mécanisme de score qui qualifie les résultats en temps réel pour vraiment faire apprendre à la dure à la machine, quoi, à l'algorithme. Et là, les résultats sont impressionnants. Et tout ce qu'on voit sur vraiment ces méthodes qui consistent à dire après, bah, sur cette photo, je vois une personne assise avec une parka bleue, derrière elle, il y a un gamin qui joue avec un ballon et tout. Ça, c'est les résultats issus de ces techniques et c'est vraiment très impressionnant. Les résultats sont très impressionnants. Mais il y a un truc que je comprends pas parce que donc il citait notamment la règle de Hebb euh, pour, euh, pour construire leur système, mais euh, règle de Hebb règle de Hebb plus invariance d'échelle, et puis tu arrives à reconnaître donc qu'est-ce qui se passe dans une image. J'ai pas trop compris ce que ça venait faire dans le truc, mais bon après. Après, moi, je sais pas les détails complets de comment ça marche. Ce que je sais, c'est que, au moins chez Facebook, mais qui utilisent les mêmes techniques, la manière dont ils ont fait, donc ils ont des clusters dédiés au truc. Bah, c'est les réseaux, les systèmes neuronaux, quoi. Hein. C'est des systèmes neuronaux, oui. Et en fait, profond, c'est que au lieu d'avoir 2, 3, 4 couches comme il y avait avant, il y a vraiment une cargaison de couches. Et donc, c'est pour faire ce qu'ils appellent des chemins synaptiques longs, ce qui est censé y avoir dans le cerveau. C'est-à-dire que au Ouais, lieu voilà.
il faut pas 3 neurones à la suite pour reconnaître, je te reconnais Laurent Bourrelli, pas Ouais. parce que j'ai utilisé 3 neurones, mais parce que j'ai utilisé une chaîne de plusieurs centaines de neurones, en fait. Ouais. Et c'est l'idée. Et donc, avec la puissance de calcul qu'on a maintenant, on peut faire ça. Mais c'est ce qu'il disait. Moi, j'ai lu une interview de Yann Lequin, qui est donc un Français en fait, qui est le responsable de ça chez Facebook. C'est ce qu'il dit. Il dit on a une très grosse puissance de calcul et il dit notre seule barrière à ce qu'on peut faire est liée à notre puissance de calcul. Il dit si demain on me double ma puissance de calcul, j'aurai des meilleurs résultats, donc je ferai encore plus de trucs. Et ce qu'il dit, c'est qu'après l'autre barrière, c'est le temps d'apprentissage. Il dit pour l'instant, il faut des semaines pour faire apprendre à la machine, on va dire ça comme ça, des choses. Alors qu'il dit, si on double, on triple, on quadruple le temps de calcul, on va vraiment réussir à réduire, à avoir des temps d'apprentissage très rapides, et donc on va vraiment améliorer les choses, à avoir quelque chose qui sera fonctionnel. Parce que ce qui rend les choses non fonctionnelles actuellement, c'est le temps d'apprentissage et la puissance qu'il faut mettre en termes humains pour apprendre à la machine. C'est-à-dire il faut taguer des images. Ouais. Les êtres humains taguent des images pour que la machine apprenne. Et ça, pour l'instant, c'est fait par des équipes dédiées, un peu comme des quality writers, mais des gens spécialisés pour taguer des images. Et donc, pour l'instant, c'est fait de manière très coûteuse. Si demain, Google ou un autre a des images taguées par ses utilisateurs, d'un seul coup aussi, ça va accélérer les choses. Parce qu'on va réussir à avoir un mécanisme. On peut imaginer des systèmes de CAPTCHA où on tague des images, par exemple. Et dans ce cas-là, on va réussir à augmenter très rapidement ce qui est atteignable. En tout cas, moi, ce que je vois à l'écran, c'est Google Images, surtout quand tu regardes un peu les related, tout ça, ça reste qu'une histoire de tonalité, de forme, de machin. Oui, oui, mais C'est pas encore en place. il faut, voilà, c'est ça. C'est entre ce qui est en place et ce qui est faisable, je pense qu'il y a un monde, et puis entre ce qu'ils veulent faire par la suite, parce que, par exemple, ce que disent les. En fait, il faut voir, le but de Google, c'est pas le search avec ces technologies-là. C'est pas, le but, c'est pas d'améliorer le résultat en envoyant des images qui contiennent vraiment ce qu'on veut. Le but, c'est de reconnaître ce qu'il y a dans les images pour autre chose. Quoi, je ne sais pas. Ils disent que leur barrière suivante, en fait, c'est pas après la reconnaissance dans les images, parce qu'ils pensent qu'ils commencent à être assez matures, c'est faire une prédiction sur ce qui va se passer. Et l'exemple qui est donné, c'est Yann Lequin qui le donne. Il dit, voilà, il dit aujourd'hui, on sait voir qu'un clown vient d'envoyer une balle au-dessus de sa tête. Mais on ne sait pas dire automatiquement que la balle va lui retomber dessus. Ouais. Parce que dire que la balle va retomber dessus, c'est en plus d'avoir reconnu qu'il y a un clown qui lance une balle, c'est de dire, et je sais que la physique est faite de telle manière que si je lance une balle verticalement, elle retombe à l'endroit d'où elle est partie. Et donc après, c'est de coupler ce qu'on voit avec une connaissance du fonctionnement du monde. Et c'est la même chose que tout à l'heure avec les entités. C'est pour l'instant, on sait reconnaître finalement une entité sur une image. Je vois que c'est Laurent Bourrelli dans son bureau. Après, dire ce qui va se passer derrière et l'extrapoler, ça, je ne sais pas faire. Mais le but, je pense, c'est vraiment ça. T'es pas encore capable de dire que je suis fatigué parce que je sors d'une grippe et que j'ai beaucoup de boulot et tout ça, voilà. Ça, faut pas le dire. Et, en fait, dans quelques années, on pourra le dire parce qu'on verra que tu cernes, que tu viens de tousser, donc Voilà. c'est ainsi, etc. Voilà. Mais pour l'instant, ça, on ne sait pas le faire. Donc, il y a une vraie progression algorithmique. Hein. Comme il ne faut pas se leurrer. Moi, j'aurais jamais cru qu'on atteindrait ça maintenant. Alors, sur les images, ça fait plus ou moins spectaculaire. La démonstration de base de DeepMind qui a fait apprendre à un ordinateur à jouer à des jeux à l'ancienne qui viennent du pool de jeux Atari, et l'ordinateur joue mieux que des êtres humains maintenant, alors on lui a pas donné de règles de jeu. Ça, c'est ultra spectaculaire. C'est la machine apprend toute seule à jouer à un jeu et à le gagner et à jouer mieux que nous. Sauf que si on regarde bien, et c'est toujours intéressant de regarder qui sont derrière, c'est remonter un petit peu l'historique de qui fait quoi. Finalement, toutes ces formules, tous ces algos, tous ces machins, toutes ces règles, ça remonte à très très loin, à des dizaines et des dizaines d'années, quoi. C'est simplement la puissance de calcul d'aujourd'hui qui permet de, finalement, s'il y a que ça, quoi, hein, et puis le fric aussi. Bah, c'est assez amusant parce que les réseaux de neurones, c'est les années 80 à peu près, 82, 83. Par exemple, Yann Lequin, donc, chez Facebook, qui maintenant est payé pour faire, il a fait les premiers réseaux qui s'appelaient des réseaux convolutifs à l'époque, je crois. C'était les années 90. Et dans les années 90, quand il a sorti ça, tout le monde disait ton truc, c'est de la merde en barre, faut oublier, ça marchera jamais, quoi. Ouais. Alors, les gens disaient ça dans les communautés de recherche parce qu'en fait, son modèle correspond à un modèle dont on sait que calculatoirement, il est très compliqué. Enfin bon, il y a des raisons pour lesquelles on le dit. Mais il se trouve que maintenant, en fait, ce qui consistait à dire dans les années 90, on n'aura jamais la puissance de calcul pour faire quoi que ce soit. Maintenant, en fait, il y a des gens qui disent, tu veux la puissance de calcul, elle est là, elle est dans la pièce d'à côté, elle est sur ton bureau, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, ces algos qui en fait, sont efficaces, parce ils ont une bonne qualité de résultat, mais qui n'étaient pas faisables, deviennent faisables. Et donc maintenant, ils ressortent, parce qu'en fait,
il vaut mieux, ces algos, c'est les seuls qui existent pour résoudre le problème, ces problèmes. Donc en fait, ils sont mis en place. Peut-être il y aura des avancées, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a que ça. Et donc comme on peut maintenant les mettre en action, ben, on les met en action. Tu parlais donc enfin, voilà, du search. Est-ce que ça allait être mis en place pour le search ou pas? Il y a deux citations, je donnerai l'autre un peu plus tard, mais la première citation de Larry Page que je retiens, c'est: aujourd'hui, on est capable de servir des pubs qui sont plus qualifiés que les résultats organiques. Hmm. Euh, pour ceux qui en douteraient encore, c'est vrai que Google, c'est une régie publicitaire, c'est pas un moteur de recherche, mais il y a quand même cette histoire de predictive search. Alors ils y arrivent là, c'était ma conf l'an dernier au SEO Campus, avec Google Now, et pour l'instant il y a 16 ce qu'ils appellent des cartes, hein, c'est voilà, la météo, le trafic, etc., etc. Mais on y va à grands pas de pouvoir servir cette publicité anticipatoire, c'est-à-dire avant de ressentir le besoin de quelque chose, on vous dit que voilà, vous en avez besoin et vous pouvez l'acheter ici en promo, etc., quoi. Hmm. C'est un peu ça l'idée. Ah bah, c'est la vente anticipée maintenant. Ouais. On appelle ça comme ça, mais effectivement, c'est l'idée. Et tout le monde veut en faire, hein. C'est amusant parce que j'ai discuté avec des gens qui sont venus me voir. Voilà, il y a dans la grande distribution en France des gens qui veulent faire de la vente anticipée, hein. Ouais. Donc tout le monde veut en faire. Et on va y arriver. Mais si on reparle du search et de Google, la vraie question, c'est à un moment donné, le search, c'est qu'une voie, même pour le problème qui consiste à vouloir donner des informations en champ, le search, ça n'est qu'une voie transitoire. Le search, ça demande une action de la personne. Elle doit savoir ce qu'elle cherche, comment elle le cherche, et elle doit savoir le chercher. À un moment donné, nous, avant que Google existe, on était étudiants et on allait dans des bibliothèques, et quand on cherchait un truc, on demandait au bibliothécaire. C'est vrai. Et c'était pas de la recherche en fait, c'était une recommandation du bibliothécaire. On disait voilà, je dois faire un exposé sur les labradors, et le bibliothécaire disait je vais t'amener des informations sur les labradors. Et Google veut devenir ce bibliothécaire, en fait. Et ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir les livres sur les labradors. Ce que je veux, c'est l'information qu'il y a dans le livre. Donc, Et la tendance qui dit que bon, ben, le search, c'est un petit peu le dernier wagon du train Google, ou en tout cas, c'est pas celui qui est en ligne de mire. Et là, je ressors ma deuxième citation de Larry Page, qui dit que les gens lui cassent les couilles avec Google, mais finalement, Google Search, c'est son diplôme, quoi. hmm. Ça remonte à un bail, C'est- et lui, il est finalement dans des stratosphères. hmm. Et là, on parle du boss, quoi, du fondateur. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est négligé? Est-ce que Matt Cutts part à la retraite? Enfin, Ouais. plus ou moins. C'est- Il y a toujours des gens très capables, Amit Singhal, etc. Mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de faire changer les choses? Si je regardais, j'en discutais avec toi tout à l'heure, mais si on regarde sur Solve for X, les projets mis en avant donc par Google X, il n'y en a aucun qui touche au search, hein. Il parle de la Lune, il parle de la nanorobotique, de l'architecture, même de l'humanitaire, etc. Mais de toute façon, c'est un truc. C'est vrai que bon, avant qu'on parle vraiment du truc en lui-même, à chaque fois on associe, on dit Google. Est-ce que Google a progressé? C'est plus le même truc et tout. Mais il faut pas oublier Google X, en fait, c'est Sergey Brin en vérité. Et puis il y a Google Y, c'est Larry Page. Voilà, un peu. Et il se trouve qu'ils continuent à garder la marque Google parce qu'ils y tiennent visiblement. Mais si on prend Elon Musk, c'est le même genre de cheminement. Il a été dans PayPal, il a fait du pognon, puis après il fait Tesla et puis il fait SpaceX. On pourrait dire, s'il avait gardé tout sous le même nom, on pourrait dire, ah, putain, PayPal se met à faire des navettes spatiales. En fait, c'est pas vrai. C'est Elon Musk qui a changé en fait ce qu'il voulait faire. Moi, je peux comprendre que Brin et Page, indépendamment du fait qu'ils soient mégalos, etc., aient envie de faire des choses différentes après 98, c'est il y a combien d'années? C'est il y a longtemps, plus Il de y a 10 20 ans. oui, c'est ça, il n'y a pas 20 ans, mais pas loin, quoi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que toi tu faisais il y a 15 ou 16 ans, Laurent? Est-ce que tu faisais ce que tu fais maintenant? Bah non, moi non plus. À l'époque, j'allais commencer ma thèse.
Et c'était pas, je faisais de la logique mathématique, je faisais pas ce que je fais maintenant, quoi. Et donc je pense que chacun a envie de changer. Après, eux, ils sont restés siglés Google. Et donc on associe, en fait, on a tendance à confondre les deux. Voilà, Google reste une pompe à fric pour ces gens-là, pour pouvoir faire d'autres choses. De toute façon, c'est réglé. Ils ont mis tout le monde d'équerre là avec pingouin et pénalité pour lien factice manuel au niveau du netlinking. Panda, ça a réglé le problème du contenu. La technique, on en a parlé. Bon, je veux dire, oui, il y a de la technique avec les sémantiques, etc. Mais maintenant, construire un site web en 2014 qui tient pas la route, c'est compliqué. Moi, de tous ceux que j'ai traités, il y en a eu un seul où vraiment, voilà, c'était pas vraiment dans les règles de l'art. Mais sinon, les beaux jours du petit audit technique classique, à mon avis, est révolu, quoi. Ah bah nous, quand je vois avec Guillaume, on fait des audits algorithmiques, des trucs, en fait, on simule tout le moteur. Ouais. Bon, c'est pas à la portée des petits sites, mais maintenant, c'est ce qui intéresse vraiment les gros acteurs, parce que le petit audit technique, tout est toujours d'équerre maintenant. Ben ouais, non, mais on plonge dans les logs, etc. Non, c'est. Et Et le truc qui est amusant, c'est que Google a quand même en moyenne réussi son pari. Alors je lis sur les forums à droite à gauche, on peut encore faire des trucs et tout. C'est vrai, on peut encore faire des trucs. Il y a des sites qui sont ponctuellement, pour un certain temps, des fois un peu longtemps, des fois pas longtemps, bien classés en utilisant des techniques dites borderline. Mais moi je vois, on fait l'étude web spam, voilà, je vais donner un chiffre pour l'instant, mais ce chiffre n'est pas représentatif, attention, statistiquement, donc avec des pincettes. En 2006, toutes les études montraient 15, 16, 17, 18, 20% de spam sur le web. Et là, actuellement, nous, on voit qu'on est entre 6 et 8%. ouais. Donc on a vraiment une chute quand même du nombre de pages de spam sur le web. Et là, je parle même du nombre de pages sur le web. Après, combien Google en présente de ces 6 à 8%, encore moins qu'avant. Parce qu'il s'est lui aussi à peu près amélioré quand même pour présenter des trucs plus qualitatifs. Et donc en vérité, il y a un impact beaucoup moins fort du spam maintenant, alors même que je pense que les spammers sont plus au taquet. Alors, moi je dirais, oui, c'est encore possible, et c'est pour ça, tu lâchais le truc du data mining, mais moi dans l'idée, c'était aussi d'évoluer et aussi de commencer bon, on a vu avec cette histoire de sémantique et que on peut effectivement faire une espèce maintenant de bouillie sémantique à partir de scrap et en utilisant l'API de Visiblis ou autre, ou d'un corpus quelconque. Mais le data mining, l'idée, ça serait de faire des pages qui en fait s'adaptent Mm. à l'environnement. L'environnement, donc l'odeur de la SERP, hein, Google, et l'environnement par rapport aux concurrents. Et comme ça, auto-générer des pages qui envoient un signal qui soit un petit peu plus malin et qui ait une plus grande facilité de pénétration grâce à cette adaptation quasiment automatique, quoi. C'est amusant parce que au niveau des SERP publics, c'est difficile, mais si on prend par exemple le cas particulier de Google News, c'est déjà faisable. Ouais. Nous, bon, pendant la formation, on en parle, hein, on présente deux, trois méthodes, machin. Il y a un des petits jeunes qui est venu à la formation d'une agence de l'Ouest, je ne donne pas de nom, qui a fait des tests, visiblement, qui sont concluants. Donc on peut vraiment faire des choses intéressantes et automatiser beaucoup la mise en place d'articles qui vont ranker dans Google News, quoi. Et qui en fait, le contenu, alors bien sûr, des fois, pour l'instant, les gens font encore un peu d'intervention manuelle parce qu'ils ne sont pas encore forcément matures sur la création du contenu brutalement, mais ils reprennent le contenu des acteurs bien placés, ils refont une sauce, ils reviennent derrière pour réécrire un tout petit peu et hop, ça passe, quoi. Ouais. Et donc, mais là, c'est un cas particulier parce qu'il y a une très faible compétition, c'est très transitoire, les articles sont ultra normés, les sujets sont très limités, il y a beaucoup d'entités nommées dans les articles Google News, etc. Donc, c'est dans le cadre où c'est facile, mais ça marche déjà en partie, quoi. Et je crois que les grands acteurs, de toute façon, de la presse en ligne, ne sont pas attendus pour faire des trucs un peu comme ça. Donc, ça marche déjà. Après, est-ce que des gens vont réussir à le mettre en place au niveau des SERP sur des domaines concurrentiels, je sais pas, rachat de crédit et ce genre de choses? Là, il y a des vrais challenges, hein. Mais Disons que oui, c'est de toute façon, il va falloir s'y frotter pour voir. Toutes les théories du monde vont pas aider par rapport à se confronter au problème. Moi, je ne crois pas qu'on puisse le rendre, l'automatiser sur l'échelle du web, mais par contre sur des microcosmes, si tu veux effectivement devenir spécialiste du rachat de crédit et étudier cet écosystème, faire ton corpus par rapport à cette thématique, etc., moi, ça me semble possible, quoi. ah oui, je pense, oui. Ça demande des gros efforts, mais c'est possible.
Mais c'est aussi très rentable. Je veux dire, on connaît des pionniers de l'automatisation, on sait ce que ça rapporte, ce que ça leur rapporte, tout ça. On peut imaginer que si s'ils poursuivent leur effort, ça rapporte pas. Ouais. Ben, toujours dans cette idée que l'automatisation, je l'oppose aussi à, je répète que c'est pas, il faut pas faire un synonyme automatisation égale black hat, c'est pas forcément ça. Même si là on parle de technique effectivement où Et puis, on moi, je monte. donne un exemple, par exemple, dans la formation, on parle beaucoup du knowledge graph et donc de Freebase, en fait. Donc, Freebase, c'est une base de connaissances qui contient beaucoup de données structurées. Par exemple, je sais pas, il y a, on va prendre un exemple, il y a toutes les chanteuses de pop. Voilà. Mais c'est de la donnée fusionnée. Il n'y a pas que les biographies. Il y a des anecdotes rentrées par des gens, il y a des trucs, il y a des anecdotes sur les endroits où ils ont été. Enfin, il y a une vraie connaissance. Quelqu'un qui fait un site web, qui prend tout ce contenu, qui le refédère, qui le réécrit bien comme il faut, etc., il peut le faire peut-être de manière quasiment automatique ou totalement ou quasiment automatique, on va dire, mais il fournit un service aux gens. Ce qu'il fait, c'est pas du spam ce qu'il a fait. Il a pris de l'information qui est correcte, il l'a réagrégée, représentée pour que quelqu'un, un journaliste qui écrit un article, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'information et il la réécrit pour qu'elle soit lisible. C'est ce qu'on appelle la curation de contenu finalement. Exactement, mais de manière plus, enfin, c'est pas le truc à l'ancienne où on met un bullet point avec trois infos, quoi. C'est un truc qui peut, après, ça peut se tenir, ça peut être bien rédigé, etc. Et on Ouais, mais progresse. par contre, ça peut, enfin, moi, c'est des choses qui peuvent s'externaliser. Alors, je pense pas forcément, on pense toujours Madagascar, non, mais c'est pas, c'est pas ça du tout. Mais si vous externalisez avec des plateformes, j'en sais rien, Odesk, Freelancer, etc. À partir du moment où vous avez un set là, une série de process bien identifiés, ces gens-là pourront suivre les process et vous faire du bon boulot. Par Mais contre, il faut pas leur demander d'initiative, etc. à mon avis, se substitue pas totalement à la réalisation ou à la production, mais par contre, c'est un gain de productivité. Ben, c'est ce que je veux dire. Moi, la curation de contenu, je trouve ça excellent pour pour accélérer la production, pour être beaucoup plus efficace, pour toujours avoir cette foutue qualité derrière, puisque encore une fois, c'est depuis la nuit des temps que les journalistes font de la curation de contenu sur les dépêches AFP de toute manière. Hein. C'est pas nouveau, mais donc et puis derrière, on peut tout à fait avoir quelque chose de qualité, mais de son côté, ben, c'est plus simple que d'avoir fait du copier-coller et se rentrer dans les problèmes de duplicate, etc. Quoi. Oui, bien sûr. Donc un petit peu d'édition du contenu et il y a pas, c'est souvent pas grand-chose et c'est souvent super simple. Permet d'être beaucoup plus efficace et souvent même quand on compare, quand je fais des analyses genre LSA ou LSI sur entre du contenu donc émis qui provient de la curation ou de la simple paraphrase, bah, c'est kiff kiff. Il n'y a pas y a pas d'avantage décisif pour ce que j'appelle la paraphrase. Quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Et pourtant, ces algos-là sont même plus sévères que ce que pourrait être Google à mon avis. Quoi. Oui, oui, c'est clair. Ça, Donc maintenant, si on se projette encore plus dans le futur, le, le mobile. Est-ce que tu as tâté un peu du mobile, toi? pas tellement, en fait. D'un point de vue, d'un point de vue algorithmicien, il n'y a pas vraiment de challenge pour l'instant. Le mobile, le mobile fait pas de calcul lui-même, donc le mobile, ça n'est qu'une extension, c'est qu'une question d'interface avec quelque chose qui ne l'est pas, quoi. Il n'y a pas de Donc, nouveaux enjeux. Ouais. c'est pas algorithmiquement, il n'y a pas de nouveaux enjeux. Simplement, il y a des nouveaux critères. Voilà, le paramétrage, par exemple, pour le search, est un peu différent puisque avec le mobile, bah, il y a une géolocalisation qui est plus fine, par exemple, et puis qui est mouvante. Et puis avec le mobile, il y a aussi des problématiques plus importantes sur le temps de réponse, etc. Donc il y a certains critères techniques qui sont différents. Pour le reste, pour moi, il n'y a pas encore de choses. Par contre, il y a un vrai intérêt, justement, pour les moteurs à pousser vers l'assistanat des personnes hors du search avec le mobile, puisque le mobile n'est pas du tout pratique pour faire du search en lui-même, parce que l'écran est petit, parce que tout ça, donc tout ce qui va être interface vocale, etc., forcément, a plus de poids avec le mobile. Le mobile, après, comme outil, par exemple, pour prendre quelque chose en photo et avoir une information sur la photo grâce au moteur, c'est très complexe pour l'instant parce que simplement la transmission de la donnée est incertaine. En France, on a de très bonnes infrastructures, donc ça marche bien, mais aux États-Unis, même en plein milieu de la Californie, moi j'allais souvent à Santa Monica à une époque,
Là, tu veux envoyer une photo avec ton mobile, des fois, il te faut 20 minutes, hein, parce que le réseau là-bas, entre deux rues, des fois, ça marche pas, quoi. Si, tu oublies un truc quand même. C'est C'est- comment spammer les App Store. Les... L'App Store. L'App Ah oui, Store ou le Google Play ou je sais plus quoi là. Voilà, comment ranker numéro un sur l'App oui, Store. oui, ça c'est. Mais ça, oui, alors, ok, tu te places du point. Moi, je me plaçais du point de vue du moteur. Oui, alors après, ça, c'est d'autres problèmes. Ça, oui, là, par contre, oui, ça, j'ai pas du tout étudié ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce que tu parlais de la voix? Est-ce que tu vois vraiment cette histoire de voix prendre le dessus? Bon, moi, je suis assez bluffé, par exemple, c'est vrai que Siri, ça marche bien pour ce qu'on appelle les micro-contenus, quoi, hein, taper un SMS ou machin, mais de là à, je sais pas, moi, écrire un livre avec Siri, c'est un peu relou, quoi. Ah, je confirme, on peut pas parce que pendant longtemps j'essayais d'écrire mes textes avec des outils comme ça marche pas du tout. Mais non, bah, ça progresse gentiment, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, il est probablement plus facile d'utiliser des outils d'interface vocale, même un peu foireux, que d'essayer de faire une recherche à la main, parce qu'on est quand même plus rapide en reformulant, etc. Et on peut répéter 10 fois très rapidement, alors que s'il faut réécrire 3 fois une requête un peu longue, c'est plus compliqué, quoi. Est-ce que c'est un truc de génération? C'est-à-dire, nous, on est vraiment des vieux cons et on sait pas encore trop s'adapter, ou ça nous fait trop bizarre, mais est-ce que demain, bah, les gens auront plus de problème à parler à leur téléphone, à prendre des photos avec un iPad, ce qui est encore le truc. Je vois le comportement des fois des gens, des touristes, etc. Moi, je me dis que effectivement, c'est qu'une question d'adaptation. Voilà. Non, On- maintenant, oui, des gens qui parlent tout seuls dans la rue, on en voit beaucoup maintenant. ouais, ouais, non, c'est vrai que. Bah, de toute façon, des gens qui interagissent avec leur smartphone en permanence, tout le temps dans la rue, c'est assez phénoménal, c'est vrai, quoi. Ça me dépasse. C'est amusant de voir les changements de toute façon chez les jeunes d'usage, puisque c'est amusant. Je lisais une interview de Géraldine Lemeur. Voilà. En ce moment, c'est le web, et je suis tombé sur une interview d'elle. Et elle parlait, une vieille interview, où elle parlait de comment elle dialoguait avec ses enfants. Et en fait, elle disait qu'avec ses enfants, ils utilisaient que des systèmes de messagerie instantanée. Les gamins, ils voulaient pas de SMS, pas de mail, pas tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et effectivement, je pense qu'il y a un changement générationnel. Et puis après, ce sera quelque chose d'autre. Et puis voilà, quoi. Bah écoute, nous, pourvu que le search perdure, hein, encore un peu, on est, Bah, on est- ça va pas s'arrêter d'un seul coup, de toute façon. Alors, de quoi on pourrait parler d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a quand même couvert un gros truc. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner? Est-ce que tu as au niveau de ce que tu sens là, qui pourrait changer la donne, même sans dévoiler les résultats de l'étude Westpam, tu nous as parlé de la réduction du spam qui semblerait être une tendance qui confirme finalement ce qu'on pensait, quoi. Ouais, oui, alors il y a une réduction en quantité. Par contre, on s'aperçoit que la hausse de qualité est pas non plus super visible. C'est-à-dire que la catégorie faible qualité, en fait, est la catégorie majoritaire sur le web, hein, très très largement. Donc il y a beaucoup de contenu très pauvre, mais qui est plus lié au fait qu'il y a énormément de sites web qui sont des sites web de positionnement pour des entreprises ou pour tout ça, et donc on n'a Ouais. quasiment pas de contenu, quoi. Et ça, c'est faute de mieux, en fait, finalement, que ces sites rendent, quoi. Les gens, ils font voilà, je suis le plombier machin, j'ai fait un site web, il n'y a rien dessus parce que j'ai rien à dire. Mm. Mais il faut que j'y sois, et puis voilà. Et donc, et ces sites, ils rankent parce que, enfin, ils existent. Dans le cadre de l'étude web spam, c'est est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas. Est-ce qu'ils rankent, ça, nous, on se préoccupe pas de ça, par contre, là, pour l'instant. Moi, je dirais que le 2015, pour moi, ça va être l'année du data mining pour le Ouais. SEO. Je vous le promets. Mais ensuite, du copywriting et de ce que j'explique être parlé enfin, disons, s'exprimer en termes de demande et non plus en termes d'offres. Vraiment, le profiling du client, arriver à répondre à ses attentes, etc. Plutôt que de dire, bon, ben, moi, j'ai ma cam à vendre, achetez-la. Donc, qu'est-ce que vous faites pour Et moi, le client, moi, le visiteur? Mais ça, c'est normal aussi parce que les deux vont ensemble en fait. C'est du co-design entre l'algorithmique de l'extraction de données, on va le dire comme ça, et le marketing qui est derrière. Parce qu'à un moment donné, l'extraction de données, elle est là pour deviner quels sont les besoins des gens en fait, pour pouvoir leur fournir directement ce qui est adapté. Et donc le discours qu'il y a derrière, il est différent parce qu'on vend pas tous ces produits à tout le monde en fait. On fournit à une personne le produit qui remplit son besoin, quoi.
Exactement. Et donc, et en fait, c'est amusant. Moi, dans notre formation en master stage, j'ai un slide qui est amusant et qui dit, voilà, je parle des outils de recommandation. Et je dis, les outils de recommandation, c'est créateur de valeur pour tout le monde. C'est créateur de valeur pour le commerçant, bien sûr, parce que ça va augmenter ses ventes et tout, mais surtout, ça se substitue en fait au conseiller. Tu as une bonne image en tant que commerçant parce que tu es capable de conseiller aux gens ce qu'ils veulent et plus simplement de présenter tes produits. Et pour l'acheteur, c'est créateur de valeur. Parce qu'au lieu de passer du temps à décider ce qu'il va acheter, parce qu'il a 12 000 produits à regarder pour trouver ce qui va lui plaire, et ben, il a plus ce choix à faire. Et donc, on le déleste de la douleur morale de choisir et du temps que ça prend. Et donc, et s'il est satisfait, on peut discuter pendant longtemps, mais s'il est satisfait derrière, si c'est le produit qu'il achète et celui qu'il aurait acheté de toute façon, c'est pas très grave. En fait, il n'y a pas de problème moral, quoi. Et donc, on crée de la valeur pour tout le monde. Pour le commerçant qui gagne plus ou qui gagne autant à moindre coût, et pour l'acheteur, en fait, qui va, pour acheter la même chose, passer moins de temps et en fait se libérer du temps, quoi. Ouais, c'est clair, là on arrive c'est Noël, hein. Ouais, Acheter les cadeaux pour les neveux, la famille, etc. C'est exactement, c'est ça, c'est ce qu'on achète aux gens. Si quelqu'un est capable. Et d'ailleurs, c'est incroyable, comment je sais ce que je dois acheter à mes petites nièces? Alors, les parents peuvent me le dire, mais je peux aussi avoir des amis qui me disent, moi, je sais que les enfants, ils aiment bien les nanoblocs en ce moment, par exemple, c'est ça, je sais pas ouais. quoi. C'est plutôt pour les garçons, je crois, moi, j'y connais rien, hein. Mais voilà, et on me l'a dit. Mais si c'est Amazon qui me le dit, si je dis à Amazon j'ai besoin d'acheter un cadeau pour un petit garçon et qu'Amazon me dit achète le nanobloc parce que c'est ce qu'il faut acheter, bah, je suis délesté de une demi-heure de recherche sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter au gamin, quoi. Et pour me tromper en plus, la plupart du temps. Alors, tout ça, ça va évoluer, mais il y a déjà un prémisse qui est pas mal sur un site qui s'appelle Gifts, Gift, donc cadeau en anglais avec un s.com, et si vous allez sur le bouton Shop by Personality, donc acheter par personnalité, là on vous dit, voilà, vous voulez acheter pour un homme, quel âge, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait, machin, 4-5 questions super simples, et ensuite, cloc, il y a un déroulé de produits qui correspond au profiling de la personne en question. Ouais, c'est la même chose qu'Akinator, mais pour offrir des cadeaux. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est quand même toujours pareil, c'est pas des évolutions, c'est vraiment un retour aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'était quoi? C'est ok, c'est pas tout d'attirer le chaland, maintenant il va falloir lui vendre quelque chose. C'est Et ça. finalement, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on arrive à un écosystème cohérent entre tous les aboutissements de la chaîne, quoi. Et c'est bon signe, en fait, ça veut dire que enfin le milieu, alors pas que référencement, hein, mais web marketing, etc., a enfin atteint une maturité. Ouais, bah ouais. Et c'est une maturité marketing réelle et avec la capacité à vendre et à faire vendre. Mais c'est vrai que c'est cruel aussi parce que ben, faut un peu plus de sous, faut un peu plus de créativité, de ressources, de tout ce que vous voulez. C'est C'est plus. aussi une professionnalisation. Ouais. On peut y arriver sans moyens, sans etc., sans machin, mais là, c'est un petit peu plus dur qu'avant. Hein. Ça, c'est Ah, quand même. Ouais. c'est fini d'y arriver sans travail, en tout cas. Ah ouais, là, voilà, ça c'est évident. Même si je pense que c'est l'obstacle numéro un, c'est le manque de ce que disent les gens, hein, le manque de temps. Mais moi, je dirais plutôt que c'est un manque de dispatcher ses ressources comme il faut, où les gens vont tout dépenser dans la technique, justement, et plus rien avoir pour le marketing, quoi. Et voilà, quoi. Donc, c'est clair d'avoir un joli site avec plein de gadgets et qui a coûté une blinde. C'est chouette, mais après, faut la vendre, la cam. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, il y en a qui y arrivent. Ok, monsieur Sylvain, le professeur, bonne fête. Bah, toi aussi, tout le monde, hein. On se revoit en 2015. C'est ça, exactement. C'est passé vite, hein, quand même, cette année, quoi. C'est clair. Et ce sera encore plus rapide l'année d'après, mais ça, c'est parce qu'on vieillit, Laurent. C'est vrai, c'est ça? Ok, merci Sylvain. Eh ben, merci et puis à bientôt.